Tout a doublé. Absolument tout. Les prix des courses, les factures, les assurances. Aujourd'hui, certaines familles américaines n'arrivent même plus à remplir leur chariot d'épicerie. Beaucoup se disent qu'il est temps de chercher comment devenir plus autonome, apprendre à vivre sans dépendre entièrement du système. Imaginez un lundi matin. Vous ouvrez votre réfrigérateur, la même brique de lait, quelques œufs qui traînent. Mais sur la porte, une nouvelle facture d'électricité. 30 $ de plus que le mois précédent. Vous soupirez, puis vous remarquez une lettre posée sur la table. Votre compagnie d'assurance vous annonce une hausse de 40% de votre prime. Ce n'est pas une fiction. C'est la réalité de millions d'Américains ordinaires, des gens de la classe moyenne qui pensaient que le travail acharné leur garantirait une vie stable. Aujourd'hui pourtant, plus d'1,2 million de personnes ont quitté leur foyer, parfois même l'État où elles ont grandi. Non pas qu'elles renoncent à l'Amérique, mais à une version du rêve américain qui, désormais, ne paie plus le loyer. Dans les prochaines minutes, on va découvrir ensemble les 5 États qui connaissent le plus grand exode de leur classe moyenne et peut-être, celui où vous vivez sera le prochain sur la liste. Numéro 5, Massachusetts. Massachusetts. Terre d'esprit brillant, berceau de Harvard, du MIT, symbole de la pensée américaine. Mais aujourd'hui, ces mêmes esprits font leurs valises. En 2024, plus de 27 000 habitants ont quitté l'État, en grande majorité des foyers gagnant entre 80 000 et 120 000 $ par an. Ils n'ont pas fui le froid ni perdu leur emploi. Non. Ils sont partis parce que vivre dignement y est devenu impossible. À Boston, le loyer moyen dépasse désormais 3 100 $ par mois. Autrement dit, louer un simple appartement de 2 chambres coûte l'équivalent d'un semestre de frais universitaires dans une université publique. Autrefois, un diplôme ouvrait les portes de l'avenir. Aujourd'hui, il marque le début d'une dette sans fin. Dans le Massachusetts, même en travaillant dans un grand hôpital ou en enseignant dans une école réputée, beaucoup finissent chaque mois à faire des calculs absurdes. Faut-il résilier Netflix ou l'assurance voiture? C'est la tragédie silencieuse de cette classe moyenne éduquée, diplômée, active, mais sans véritable place où vivre. Les loyers, les impôts, les assurances santé. Ces 3 charges forment comme 3 doigts serrant lentement le budget des familles. Les médecins et les ingénieurs des grandes entreprises restent encore, mais les professeurs, les techniciens, les employés de bureau, ceux qui font tourner la société quittent l'État un à un. Non pas pour changer de vie, mais parce qu'ils n'ont plus le choix. Une enseignante de Boston confiait « Je ne suis pas pauvre, mais ici, j'en ai l'impression. » Une phrase légère, mais qui fait l'effet d'un coup de massue. Travailler 20 ans, payer ses impôts, et ne plus pouvoir se loger dans la communauté qu'on a contribué à bâtir. Quand l'intelligence ne peut plus payer le loyer, ce n'est plus seulement une crise économique. C'est un signal d'alarme pour toute une civilisation. Beaucoup partent vers le New Hampshire ou la Caroline du Nord, où les logements coûtent 40% moins cher et où chaque dollar a encore du poids. Mais à chaque départ, le Massachusetts ne perd pas seulement des contribuables, il perd son cerveau collectif. Et plus ce capital humain s'en va, plus les services publics se fragilisent, les coûts augmentent et le cercle vicieux s'accélère. Certains continuent d'affirmer que le Massachusetts reste l'un des meilleurs endroits où vivre aux États-Unis. Peut-être, mais pour qui? Pour les intellectuels, ou seulement pour ceux qui ont 6 chiffres sur leur compte? Ce lieu qui a jadis appris à l'Amérique à réfléchir lui enseigne aujourd'hui une leçon bien plus dure. La vraie valeur ne se mesure plus en diplôme, mais en loyer. Et si même cet État repousse ses habitants les plus instruits, lequel pourra encore retenir ceux qui ne cherchent qu'une vie normale? Numéro 4, l'Illinois. Et puis, il y a l'Illinois. Autrefois, Chicago était le cœur battant de l'industrie américaine. Aujourd'hui, ce cœur saigne lentement, à chaque battement, pour ses travailleurs. En 2024, plus de 56 000 personnes ont quitté l'État. La majorité, des familles de la classe moyenne, gagnant entre 75 000 et 110 000 $ par an, ces foyers qui incarnaient la stabilité, la régularité, la persévérance. Mais à Chicago, cette stabilité est devenue un luxe réservé à quelques-uns. L'Illinois affiche désormais les 2e impôts fonciers les plus élevés du pays. Dans certaines banlieues de Chicago, les habitants paient plus de 10 000 $ par an simplement pour avoir le droit de vivre dans leur propre maison. De quoi acheter un vieux pick-up, ou s'offrir des vacances d'été dans le Tennessee. Pendant ce temps, les prix de l'immobilier montent en flèche, tandis que les salaires, eux, restent figés comme les statues de Millennium Park. Ajoutez à cela la hausse de la criminalité, la méfiance croissante et la détérioration des services publics. Ces 3 éléments suffisent à transformer la « ville des vents » en une véritable « ville de facture ». Et le plus ironique, les habitants de Chicago ont longtemps été fiers de dire « Ici, on travaille dur, on ne se plaint pas ». Aujourd'hui, ils travaillent toujours aussi dur, mais depuis l'Indiana ou le Tennessee. Un ami vivant à Joliet m'a confié. Chaque fois que je reçois ma taxe foncière,
J'ai l'impression de travailler pour le gouvernement, pas pour ma famille. Il est ingénieur, sa femme infirmière, 2 enfants, un bon salaire, et pourtant, chaque mois, le même dilemme, payer ses impôts à temps ou assurer toute la famille. Finalement, ils ont vendu leur maison et déménagé dans l'Indiana, où chaque dollar vaut 30% de plus. Là-bas, m'a-t-il dit, je travaille toujours autant, mais pour la première fois en 10 ans, je n'ai plus besoin de faire des heures supplémentaires le week-end juste pour payer mes taxes. L'Illinois, autrefois moteur de l'Amérique, au sens propre comme au figuré. Aujourd'hui, c'est comme une prise électrique surchargée. Ça grésille, ça scintille, et peu à peu, chacun débranche et s'en va. Chicago, la ville d'Obama, autrefois symbole d'espoir et de renouveau, est devenue celle des cartons et des départs. Et le plus ironique dans tout ça, quand les ouvriers ont quitté la ville, les plus riches sont restés protégés par leurs avocats. Les plus pauvres, eux, n'avaient pas le luxe de partir. Ceux qui ont disparu, c'est la classe moyenne, ces hommes et ces femmes qui tenaient le gouvernail économique du pays. Et quand cette classe s'effondre, c'est tout le navire qui perd l'équilibre. Aujourd'hui, certains quartiers de Chicago ressemblent à des décors de films post-apocalyptiques. Des vitrines fermées, des enseignes à vendre à chaque coin de rue, et des avenues désertes dès la tombée de la nuit. Pourtant, les autorités locales continuent de débattre avec enthousiasme de nouvelles hausses d'impôts. Une logique typiquement américaine. Les gens partent à cause des taxes, alors on augmente les taxes pour compenser leur départ. Mais jusqu'à quand la ville comprendra-t-elle qu'une cité ne peut pas vivre si ses travailleurs ne le peuvent plus? Quand le cœur industriel cesse de battre, est-ce que quelqu'un entend encore le souffle de l'Amérique? Numéro 3, New York. New York. La ville qui ne dort jamais. Non pas à cause des lumières de Broadway ou de la vie nocturne trépidante, mais parce que tout le monde y fait des heures supplémentaires juste pour payer le loyer. En un an seulement, plus de 120 000 personnes ont quitté l'État de New York. Ce chiffre, c'est l'équivalent d'une ville entière comme Albany, qui disparaît dans le silence. La majorité de ces départs? Des ingénieurs, des enseignants, des employés de banque, la colonne vertébrale de la classe moyenne. Des gens qui croyaient qu'à force de travailler dur dans la Big Apple, ils finiraient par goûter au rêve américain. Mais à la fin, ce rêve s'est transformé en une pile de factures. Un simple appartement de 2 chambres à Brooklyn coûte désormais plus de 750 000 $. Et le loyer moyen dépasse 3600 $ par mois. Si vous voulez vivre à proximité de Manhattan, chaque kilomètre gagné vers Times Square se paie comme une amende pour oser y exister. Plus de taxes, plus d'assurance, plus de frais de stationnement, de collecte d'ordures. Certains plaisantent même en disant qu'à New York, on ne vit pas, on loue le droit d'exister. Et c'est une blague que seuls ceux qui font leurs courses dans un supermarché du Queens peuvent vraiment comprendre. Un sac de légumes à 40 $, un gallon de lait à 6 $, et un pourboire automatique de 20%. Avant même de calculer les taxes, votre salaire s'est déjà évaporé comme la brume au-dessus de l'Hudson. Depuis la pandémie et l'explosion du télétravail, des dizaines de milliers de travailleurs de la classe moyenne ont compris une chose. On n'a pas besoin de Manhattan pour bien vivre. Il suffit d'une bonne connexion Internet. Alors, ils ont plié bagages et sont partis en Floride, au Texas ou en Caroline du Nord, où le soleil brille autant et où les maisons coûtent 2 fois moins cher. New York, elle, s'est vidée de son centre. Il ne reste plus que 2 mondes parallèles. Les ultra-riches, perchés dans leur tour, déconnectés de la réalité. Et les plus modestes, dépendants des aides sociales. Entre ces 2 extrêmes, la classe moyenne s'éteint doucement, comme une lumière qui vacille dans la nuit. Un ingénieur en informatique, installé depuis 15 ans dans le Queens, me disait « J'aime cette ville, mais elle ne m'aime plus. » Il a déménagé à Raleigh avec le même salaire, mais un loyer divisé par 2. Et pour la première fois depuis des années, il ne travaille plus les week-ends pour s'en sortir. Et quand quelqu'un comme lui part, ce n'est pas seulement un contribuable que New York perd. C'est une part de son âme. Autrefois, la ville représentait l'espoir, le lieu où tout recommençait. Aujourd'hui, il faut partir pour recommencer ailleurs. On dit souvent, si tu peux survivre à New York, tu peux survivre n'importe où. C'est vrai, mais on devrait peut-être ajouter, si tu survis à New York, c'est que tu paies trop cher. Et la vraie question, désormais, n'est plus qui part, mais plutôt qui peut encore se permettre de rester. Numéro 2, Californie. La Californie. Le fameux Golden State, où le soleil brille sans fin, tout comme les factures. En 2024, plus de 239 000 habitants ont fait leur valise. Pas des perdants, non. Des professeurs, des ingénieurs, des infirmiers, des informaticiens, des gens qui pensaient que travailler dur sous le soleil californien suffirait à atteindre le rêve américain. Mais ils ont fini par comprendre une vérité simple. On ne peut pas acheter un rêve à crédit.
le prix médian d'une maison dépasse désormais 900 000 $. Pour y vivre, normalement, il faut gagner environ 180 000 $ par an, soit près de 3 fois la moyenne nationale. Autrement dit, pour vivre comme une personne ordinaire, il faut travailler comme un millionnaire. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, chaque mois est une épreuve de survie. L'essence, 6 $ le gallon. L'électricité, 250 $ la facture. Les assurances habitation, plus 40% en un an. Sans parler des impôts sur le revenu les plus élevés du pays, des taxes environnementales, des frais verts, des surtaxes locales. De quoi faire transpirer même un cactus du désert. Beaucoup surnomment désormais la Californie le paradis mal tarifé. Ici, tout est splendide, sauf votre compte en banque. J'ai rencontré un couple à Sacramento. Lui est policier, elle infirmière. Ensemble, ils gagnent plus de 160 000 $ par an. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste plus rien après le loyer, les assurances et les taxes. Travailler dur ici ne sert qu'à tenir jusqu'au mois prochain, m'ont-ils dit. Finalement, ils ont déménagé au Nevada, où les maisons coûtent 40% moins cher, où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, et où le soleil brille tout autant. Ici, le soleil se lève toujours, ont-ils ajouté. Mais au moins, il ne brûle pas notre portefeuille. La Californie, jadis symbole de prospérité, est devenue une épreuve d'endurance pour la classe moyenne. Les riches restent avec leurs villas, leurs panneaux solaires et leurs avocats privés. Les plus pauvres survivent grâce aux aides. Et ceux entre les deux se retrouvent coincés, piégés entre leurs idéaux et la réalité, entre la lumière dorée et la dette. On l'appelle encore le Golden State. Mais l'or, désormais, se trouve dans les poches des autres. Aux travailleurs, il ne reste que le soleil et les factures. Les plages sont toujours bleues, les montagnes toujours enneigées, les vins toujours excellents. Mais ici, la seule chose qui mûrit vraiment, ce sont les prix. Et une question s'impose. Si même le paradis n'a plus de place pour la classe moyenne, où en Amérique peut-on encore vivre sans se ruiner? Numéro 1, Floride. Et enfin, la Floride. Le soleil y brille sans relâche, mais les habitants, eux, ne dorment plus. Ils enchaînent les heures pour payer leurs assurances. Autrefois, cet État était un refuge pour ceux qui fuyaient New York ou la Californie. Aujourd'hui, le mouvement s'inverse. Les gens quittent la Floride. En 2024, l'exode de la classe moyenne y a explosé. Un phénomène impensable il y a encore quelques années. Autrefois, on venait ici pour le climat, l'absence d'impôt sur le revenu et le rêve d'une nouvelle vie. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar, réveillé par le bruit des tempêtes et des factures d'assurance. En 2 ans, les primes d'assurance habitation ont plus que doublé. Certains paient désormais jusqu'à 12 000 $ par an simplement pour protéger leur maison. Et si vous pensez que ça vaut le coup de vivre au bord de la mer, attention. Votre assureur peut se retirer de l'état du jour au lendemain. Depuis la pandémie, les prix de l'immobilier ont bondi de plus de 40%, forçant de nombreux foyers à reconsidérer leur rêve de retraite sous les palmiers. Un ancien vétéran de Tampa m'a dit « Je suis venu en Floride pour me reposer, pas pour me battre avec mon assurance. » Une phrase simple, mais qui résume le sentiment de toute une génération de travailleurs épuisés. Ironie du sort. On venait en Floride parce que la vie coûtait trop cher ailleurs. Et voilà que les gens la quittent, pour la même raison. Aujourd'hui, la Géorgie, la Caroline du Nord et le Tennessee deviennent les nouveaux refuges de l'ancien paradis. Des endroits où le climat reste doux, les maisons abordables, et où chaque ouragan ne risque pas de balayer vos économies avec lui. Mais il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter. La tranquillité. Chaque saison des ouragans, les habitants de Floride scotchent leurs fenêtres en espérant que la tempête changera de trajectoire. Non, ils n'ont pas peur de la nature. Ce qui les effraie, ce sont les factures qui arrivent après. Les compagnies d'assurance quittent le navire, les maisons sont surévaluées, et le gouvernement continue d'assurer que le marché reste stable. Stable, vraiment? Peut-être juste dans la hausse des prix. La Floride reste splendide, le soleil brille toujours, la mer est d'un bleu profond, et les barbecues diffusent encore l'odeur du bois brûlé. Mais derrière les sourires paisibles des retraités se cache une inquiétude silencieuse. Aurais-je encore les moyens de vivre ici l'an prochain? Ce paradis américain ressemble désormais à un aéroport de transit. On y vient, on en profite quelques années, puis on repart. Non pas parce qu'on déteste la Floride, mais parce que le prix de l'amour qu'on lui porte est devenu insoutenable. Et la vraie question n'est peut-être plus où partir, mais plutôt, existe-t-il encore un endroit aux États-Unis où la classe moyenne peut vraiment s'installer sans se ruiner? On répète souvent que la classe moyenne quitte l'Amérique. Mais en réalité, c'est peut-être l'Amérique qui s'est éloignée d'elle.
Avant, le rêve américain tenait dans quelques images simples. Une petite maison, un job sûr, 2 enfants, un chien, un jardin. Aujourd'hui, ce rêve a changé de forme. Il ressemble plutôt à un crédit interminable, à plusieurs petits boulots cumulés, et à une voiture qu'on redoute de voir emporter par le garage en cas d'impayé. C'est pour ça que ce départ massif ne ressemble pas juste à une statistique économique. C'est presque une fuite morale. Une fracture invisible. Des millions de familles qui ont fait tout ce qu'on leur a appris. Travailler dur, être disciplinés, prendre soin de leur foyer, et qui se retrouvent aujourd'hui à regarder autour d'elles en se demandant « Qu'est-ce qui a changé ? Nous ou le pays ?» Les salaires stagnent. Les dépenses s'envolent. Les dirigeants jurent que tout s'améliore, pendant que les prix de l'essence, de la nourriture et des assurances montent encore. Dans les supermarchés, les produits rapetissent tandis que les étiquettes gonflent. Tout devient plus petit, sauf les factures. La classe moyenne ne réclame pourtant pas grand-chose. Elle ne demande pas la richesse. Elle veut juste une vie tranquille, financer ses besoins sans angoisse permanente et espérer une retraite paisible. Mais aujourd'hui, c'est comme si elle se retrouvait exclue d'un système qu'elle a elle-même construit. Et le plus triste, c'est peut-être qu'elle continue de croire au rêve américain. Même si ce rêve, lui, semble avoir cessé de croire en elle. Un ami, ouvrier depuis 25 ans, m'a dit un jour « Je ne quitte pas l'Amérique. C'est juste que je n'ai plus les moyens de vivre dans la version actuelle de ce pays. » Une phrase douce, presque simple, mais qui coupe comme une vérité brutale. Aujourd'hui, le rêve américain, ce n'est plus d'acheter une maison. C'est de réussir à payer son loyer. Ce n'est plus de partir tôt à la retraite. C'est de pouvoir continuer à travailler après 60 ans sans s'effondrer. Et les opportunités ? Elles ressemblent un peu au Wi-Fi dans les aéroports. Tout le monde en parle, mais au moment où on en a vraiment besoin, rien ne se connecte. Alors la vraie question n'est peut-être plus « Pourquoi les gens s'en vont ?» Mais plutôt « Quand l'Amérique reviendra-t-elle vers ceux qui l'ont construite ?» Car quand le coût de la vie dépasse le sens même de la vie, les gens ne fuient pas leur pays. Ils tournent simplement le dos à un rêve qui ne leur appartient plus. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce une décision personnelle de chacun ? Ou le signe qu'un système entier arrive en bout de course ? Beaucoup disent que l'Amérique a toujours réussi à se relever. Je le crois aussi. Mais pour se relever, il faut d'abord regarder les fissures en face. Et aujourd'hui, ces fissures ne sont pas dans les routes ou les bâtiments, mais dans la confiance d'une classe moyenne qui fait tourner le pays tous les jours. Ces gens ne réclament pas des privilèges. Ils veulent juste vivre correctement, élever leurs enfants dignement et profiter un jour d'un repos bien mérité. Mais quand les dépenses s'empilent comme des vagues, même ce petit rêve finit par couler. La Californie s'est envolée hors de prix. New York étouffe. L'Illinois a perdu espoir. Le Massachusetts voit ses talents partir. Et la Floride, c'est devenu un paradis aux fissures bien visibles. Chaque État renvoie la même image. Le coût de la vie étrangle doucement la classe qui a élevé cette nation. Et si elle disparaît, qui gardera vivant le rêve américain ? Un pays ne se construit pas qu'avec du béton ou des technologies. Il se construit avec une conviction, celle que l'effort finit toujours par payer. Mais quand cet effort ne suffit même plus à couvrir le loyer, que reste-t-il de cette croyance ? Je n'ai pas de réponse toute faite. Peut-être que tout cela fait partie d'un cycle normal. Ou peut-être que c'est un avertissement qu'on refuse d'écouter. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit en parler. Calmement. Honnêtement. Sans peur de passer pour des pessimistes. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis. La classe moyenne quitte-t-elle l'Amérique ? Ou est-ce l'Amérique qui s'est éloignée d'elle ? Si tu veux continuer à explorer l'économie, la politique et la société américaine, abonne-toi et active la cloche. Ici, on raconte des histoires vraies, celles que personne ne prend le temps d'expliquer. Les informations de cette vidéo viennent de sources publiques, d'analyses indépendantes et d'observations concrètes. Ce ne sont pas des conseils financiers ou politiques, juste une invitation à réfléchir ensemble à l'avenir de la classe moyenne américaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.